Sortez de ma maison maintenant, vous vivrez dans la rue, hurla la riche belle-mère au triplé. Des années plus tard, elle faillit s'évanouir en ouvrant la porte, découvrant les triplés arrivant dans d'immenses camions de déménagement. 3 rubans roses identiques flottaient dans l'air, tandis que les filles couraient dans le jardin du château. Élodie menait le jeu de chat, ses boucles dorées rebondissant à chaque pas. Camille, toujours la plus prudente, suivait un chemin plus sûr parmi les rosiers taillés, tandis que Sophie, la plus audacieuse des 3, sautait par-dessus les parterres de fleurs. « Mes filles !» La voix profonde et affectueuse de Jean-Luc résonna depuis le perron. « Venez ici, mes princesses. » Elles s'arrêtèrent instantanément, se tournant à l'unisson pour voir leur père, grand, large d'épaules, avec un sourire doux. Jean-Luc portait une mallette en cuir dans une main et 3 petits paquets colorés dans l'autre. Les filles coururent vers lui, leurs robes bleu clair identiques flottant dans le vent. « Papa va voyager pour quelques jours, » dit-il en s'agenouillant pour être à leur hauteur. « Mais je vous ai apporté à chacune un cadeau spécial. » Élodie reçut un livre de contes avec une couverture dorée, ses yeux brillants devant les illustrations. Camille serra contre sa poitrine un petit ours en peluche habillé d'un tutu rose. Sophie tenait une boîte de pastels Caran-d'Ache avec toutes les couleurs imaginables. Isabelle observait la scène depuis l'embrasure de la porte, ses talons hauts claquant rythmiquement contre le sol en marbre alors qu'elle s'approchait. La robe noire moulante et le collier de perles contrastaient avec son expression tendue. « Jean-Luc, ton taxi est arrivé. »« J'arrive, ma chérie. » Jean-Luc serra chaque fille dans ses bras un long moment, son parfum boisé s'imprimant dans leur mémoire. « Soyez sages avec Isabelle, d'accord ? Papa sera bientôt de retour. » Les filles firent un signe de la main depuis le perron, tandis que le taxi disparaissait sur l'allée de gravier. Le sourire d'Isabelle s'évanouit à l'instant où la voiture tourna au coin de la rue. À l'intérieur, maintenant, sa voix trancha l'air comme un rasoir. Dans la chambre des triplés, des jouets soigneusement rangés partagent l'espace avec 3 lits identiques, chacun avec un imprimé favori. Des papillons pour Élodie, des fleurs pour Camille et des étoiles pour Sophie. Les filles étaient assises sur leur lit, aussi silencieuses que des oiseaux effrayés, tandis qu'Isabelle faisait les 100 pas. Le bruit de quelque chose se brisant en bas les fit sursauter. Isabelle monta les escaliers comme un ouragan, les yeux lançant des éclairs de colère. Dans sa main, elle tenait les éclats de ce qui avait été son vase en porcelaine de Sèvres préféré. « Laquelle de vous a fait ça ?» Sa voix tremblait. « Laquelle ?»« C'était le vent, Isabelle, » murmura Camille en serrant son nouvel ours en peluche. La fenêtre était ouverte. Menteuse, Isabelle se jeta sur elle, arrachant l'ours en peluche des mains de Camille et le jetant contre le mur. « Vous 3, tout comme votre mère, des destructrices. » Élodie tenta de prendre son nouveau livre, mais Isabelle fut plus rapide. Un par un, les cadeaux furent arrachés aux filles et jetés par la fenêtre. « Sortez de ma maison !» Le cri d'Isabelle résonna à travers les murs. « Maintenant, vous vivrez dans la rue. » Sophie fut la première à se mettre à pleurer, suivie par Camille. Élodie, essayant d'être forte pour ses sœurs, tenait leurs petites mains tremblantes. « Mais papa » commença Élodie. « Votre père n'est pas là !» Isabelle attrapa Élodie par le bras et la traîna hors de la chambre. Les 2 autres suivirent, trébuchant sur leurs propres pieds. « C'est ma maison maintenant. » Marche par marche, les filles furent poussées en bas des escaliers. Le ciel, autrefois bleu et accueillant, était maintenant assombri par des nuages d'orage. Isabelle ouvrit la porte d'entrée avec violence, le vent froid d'automne balayant l'intérieur du château. Dehors, maintenant. Élodie enlaça ses sœurs, formant un petit cercle protecteur alors qu'elles descendaient les marches du perron. Des larmes silencieuses coulaient sur leurs visages identiques. Le vent soufflait plus fort maintenant, emmêlant leurs cheveux dorés et faisant danser tristement leurs robes bleues. La porte claqua derrière elles avec un fracas final. Les 3 fillettes de 6 ans se tenaient dans le jardin qui, quelques minutes auparavant, avait été leur terrain de jeu. Les rubans roses dans leurs cheveux, maintenant défaits, étaient le dernier rappel d'une vie qui venait d'être brisée.
Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, se mêlant aux larmes sur leurs petits visages effrayés. Un tonnerre lointain annonçait l'orage approchant, tandis que 3 paires d'yeux bleus regardaient, pour la dernière fois, le château de Valois qu'elles avaient autrefois appelé leur foyer. Dans un petit bistrot, le téléviseur projetait des images bleues et rouges sur les murs sales. Élodie, Camille et Sophie se serraient sur une seule banquette, partageant une tasse de chocolat chaud gentiment offerte par une patronne au grand cœur. Leurs robes bleues, maintenant tachées et humides de pluie, gouttaient encore sur le linoléum. « Nous interrompons notre programme pour un bulletin urgent », annonça le présentateur, son expression grave remplissant l'écran. Le vol Air France 2471 à destination de Tokyo a perdu le contact avec le contrôle aérien il y a environ 2 heures. Des équipes de secours ont déjà été mobilisées. Le chocolat chaud glissa des mains d'Élodie, se renversant sur le sol. C'était le vol de leur père. « Papa » murmura Camille, s'accrochant encore plus fort à ses sœurs. La patronne, qui gardait un œil sur les filles, s'approcha d'elle, avec un téléphone à la main. « Mes petites, je suis désolé, mais j'ai dû appeler les services sociaux. 3 petites enfants seuls, au milieu de la nuit. » Les lumières bleues et rouges brillaient maintenant de l'extérieur du bistrot. 2 assistantes sociales entrèrent, leurs talons résonnant sur le sol mouillé. La plus âgée, Madame Dubois, avait les yeux fatigués et portait un carnet. La plus jeune, Mademoiselle Peters, tenait 3 couvertures. « Il n'y a pas assez de place dans le même foyer », murmura Madame Dubois à sa collègue, pensant être hors de portée des oreilles des filles. « Nous allons devoir les séparer. »« Non. » Élodie serra ses sœurs très fort. « S'il vous plaît, nous ne pouvons pas être séparés. » Mais le système n'avait pas de place pour les sentiments. Dans 3 voitures différentes, les triplés furent emmenés vers 3 destinations différentes. Élodie regarda par la fenêtre tandis que la voiture de Madame Dubois serpentait à travers des rues de plus en plus étroites jusqu'à s'arrêter devant un bâtiment gris avec des barreaux aux fenêtres. L'orphelinat Sainte-Marie serait sa nouvelle maison. Chambre 23, lit près de la fenêtre, l'informa la directrice, une grande femme aux lunettes carrées. Le petit déjeuner est à 6h30, ne sois pas en retard. La chambre 23 abritait 5 autres filles, toutes plus âgées qu'Élodie. Aucune ne la regarda, alors qu'elle se blottissait dans le lit assigné, serrant l'oreiller fin, comme si c'était l'ours en peluche de Camille. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Camille arrivait dans une maison de banlieue avec une clôture blanche et une balançoire dans le jardin. Monsieur et Madame Morneau attendaient à la porte avec des sourires anxieux. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, ma chérie », dit Madame Morneau en tendant la main. Son sourire était gentil, mais ses yeux trahissaient une vieille tristesse. « Nous avons perdu notre Sarah il y a 2 ans. Elle aurait ton âge maintenant. » La chambre préparée pour Camille était rose du sol au plafond. Papier peint rose, rideaux roses, même un ours en peluche rose sur le lit. Tout criait Sarah, et rien ne disait Camille. Le destin de Sophie fut différent. La voiture de Mademoiselle Peters n'atteignit jamais sa destination. Au premier feu rouge, la plus audacieuse des 3 ouvrit la porte et courut. Elle courut comme elle n'avait jamais couru auparavant, ses petits pieds nus claquant contre l'asphalte mouillé. Elle trouva refuge sous l'auvent d'un magasin, regardant les gens se dépêcher, protégés par leur parapluie. Un journal abandonné affichait le titre qui changea tout. « Avion disparu, au-dessus du Pacifique, 237 passagers à bord. » Au château, Isabelle regardait les mêmes nouvelles, un verre de vin rouge tremblant dans sa main. Le visage de Jean-Luc apparut à l'écran parmi les photos des passagers. Elle monta le volume. Parmi les passagers se trouvait l'homme d'affaires Jean-Luc Dubois, qui voyageait pour affaires. Le verre glissa de ses doigts, se brisant sur le sol en marbre. Le liquide rouge s'étala comme du sang à ses pieds. « Mort » murmura-t-elle. « Il est mort ?» Ses yeux se posèrent sur une photo de mariage au mur. Elle, Jean-Luc et les triplés, tous souriants. Un instant, la culpabilité vacilla sur son visage, mais elle la noya avec une autre gorgée de vin directement à la bouteille. « Mieux ainsi, » décida-t-elle, arrachant la photo du mur. « Maintenant, tout est vraiment à moi. » Les semaines se transformèrent en mois.
À Sainte-Marie, Élodie apprit rapidement les règles non écrites de l'orphelinat. Le jour, elle gardait la tête basse, étudiait dur et aidait à la cuisine. La nuit, sous sa couverture, elle écrivait des lettres à ses sœurs, des lettres qu'elle n'enverrait jamais, car elle n'avait pas d'adresse. Chez les Morneau, Camille vivait une vie d'apparence. Le jour, elle était la fille parfaite qu'ils avaient toujours voulu, portant des robes choisies par Madame Morneau et répondant au nom de Sarah chaque fois que Monsieur Morneau se trompait. La nuit, elle pleurait en silence dans son oreiller rose, serrant un morceau de la robe bleue qu'elle portait le jour de leur séparation. Sophie apprit les règles de la rue. Le jour, elle parcourait le centre-ville, découvrant quel bistrot jetait de la nourriture encore comestible à la fermeture. Quel portier était assez gentil pour la laisser dormir dans les entrées les nuits de pluie. La nuit, elle s'abritait dans un vieux conteneur d'expédition abandonné qu'elle partageait avec 2 autres enfants des rues, rêvant du jour où elle retrouverait ses sœurs. 3 mois après la disparition de l'avion, une petite note dans le journal indiquait « Les recherches pour le vol 2471 sont officiellement terminées. Aucun survivant trouvé. » Isabelle garda la coupure dans son tiroir à côté des documents qui faisaient d'elle l'unique propriétaire du château et de la fortune de Jean-Luc. Les 3 filles qui couraient autrefois dans le jardin n'étaient plus que des fantômes dans sa mémoire, des fantômes qu'elle noyait quotidiennement dans des verres de vin de plus en plus fréquents. Dans 3 endroits différents de la ville, 3 filles identiques regardaient le même croissant de lune à travers leurs fenêtres. Élodie, depuis son lit superposé à l'orphelinat, se promit qu'un jour elle serait assez forte pour retrouver ses sœurs. Camille, dans sa chambre rose, jura de ne jamais oublier qui elle était vraiment, peu importe combien de fois on l'appellerait Sarah. Et Sophie, du haut de son conteneur, faisait des plans pour survivre un jour de plus, scrutant toujours les rues à la recherche de visages identiques aux siens. Aucune d'elles ne savait que dans un hôpital lointain, un homme au visage meurtri ouvrait les yeux pour la première fois depuis des mois, sans aucun souvenir de qui il était, ni des 3 petites princesses qui l'appelaient papa. L'horloge du clocher sonna 6 heures, alors qu'Élodie, maintenant âgée de 12 ans, se réveillait à l'orphelinat Sainte-Marie. Ses cheveux dorés, toujours aussi longs qu'à l'époque du château, étaient soigneusement tressés, une astuce qu'elle avait apprise pour rester présentable avec peu de moyens. « Jenny, réveille-toi » murmura-t-elle en secouant doucement la nouvelle fille arrivée la veille. « Le petit déjeuner est dans une demi-heure et tu ne veux pas être en retard. » Au cours des 6 dernières années, Élodie était devenue une sorte de chef non officiel parmi les plus jeunes filles de l'orphelinat. Elle savait exactement combien de temps chaque nouvelle arrivante avait besoin pour s'adapter, quels mots utiliser pour réconforter, quand offrir un câlin ou simplement une écoute silencieuse. Dans la cuisine, Élodie dirigeait son équipe d'aide avec une efficacité surprenante pour quelqu'un de son âge. « Maria, tu t'occupes du lait aujourd'hui. Anna, tu es au toast. Jenny, peux-tu m'aider avec la vaisselle ?» La directrice Roberts observait depuis la porte, un léger sourire traversant son visage sévère. « Tu bois ?» appela-t-elle, utilisant son nom de famille comme toujours. « Mon bureau, après le petit déjeuner. » Dans le bureau austère, la directrice alla droit au but. « Élodie, tu as le potentiel pour faire bien plus que servir le petit déjeuner. Je te propose pour le programme des jeunes leaders de l'école. C'est une opportunité que peu de filles de l'orphelinat obtiennent. » Élodie hocha la tête, reconnaissante, mais son regard erra vers la fenêtre. Dehors, 2 filles plus jeunes jouaient à chat, lui rappelant douloureusement ses sœurs. De l'autre côté de la ville, Camille était assise raidement à la table du petit déjeuner des Morneau. Son uniforme scolaire était impeccable, comme l'exigeait Madame Morneau, mais ses mains tremblaient légèrement en tenant sa tasse de thé. « Sarah, ma chérie, » dit Madame Morneau, ignorant la façon dont Camille tressaillit au mauvais nom. « N'oublie pas que nous avons le récital de piano ce soir. »« Mais maman, » commença Camille, sa voix presque un murmure. « Je t'ai dit qu'aujourd'hui, c'était les sélections pour le club d'art. »« L'art » Monsieur Morneau baissa son journal en fronçant les sourcils. « Sarah, nous en avons déjà discuté. Notre fille était une pianiste douée. Je ne suis pas Sarah. » Les mots de Camille éclatèrent avant qu'elle ne puisse les retenir, 6 ans de frustration se déversant en une seule phrase.
Le son de la main de madame Morneau, frappant la table, les figea tous. « Va dans ta chambre maintenant. » Dans la chambre rose qui l'étouffait toujours, Camille sortit une boîte à chaussures de sous son lit. À l'intérieur se trouvaient ses dessins secrets, des dizaines d'entre eux, tous montrant 3 filles identiques, jouant dans un jardin ensoleillé. Sur chaque image, les filles portaient des robes bleues et des rubans roses dans les cheveux. Pendant ce temps, en centre-ville, Sophie se déplaçait comme une ombre parmi les piétons pressés. Ses cheveux dorés, maintenant coupés courts par souci pratique, étaient cachés sous un bonnet usé. Elle avait développé un 6e sens pour repérer à la fois les opportunités et les dangers. « Hé, la petite !» Antoine, l'un des garçons qui partageait le conteneur avec elle, lui fit un signe depuis une ruelle. « J'ai trouvé quelque chose que tu vas aimer. » Dans une boîte en carton, 3 chatons minuscules miaulaient faiblement. « Leur mère n'est jamais revenue, » expliqua Antoine. « Tout comme nous. » Sophie prit délicatement les chatons. « Nous allons nous en occuper, » décida-t-elle. Au fil des ans, elle avait appris que survivre ne consistait pas seulement à avoir de la nourriture et un abri. Il s'agissait de s'accrocher à son humanité. Son petit groupe de marginaux s'était agrandi au fil des ans. Sophie était connue pour toujours partager ce qu'elle pouvait obtenir et ne jamais laisser personne derrière. Elle avait un œil vif pour identifier qui avait vraiment besoin d'aide et qui essayait de profiter. La nouvelle boulangerie de la rue Augusta jette du pain frais à 9 heures, informa-t-elle son petit groupe. Mais nous devons être discrets. Pas de problème, ou nous perdrons cet endroit. Dans une ville à des kilomètres de là, un homme connu sous le nom de Luc travaillait sous une voiture dans un garage. Ses mains se déplaçaient avec une précision naturelle, comme si elle se souvenait d'une vie que son esprit ne pouvait pas rappeler. « Luc !» appela son patron. « Un client ici dit que tu es le seul à avoir réparé sa voiture l'année dernière. Quelque chose à propos d'un bruit étrange dans le moteur. » Luc, qui était autrefois Jean-Luc, sortit de sous la voiture, s'essuyant les mains pleines de graisse sur un chiffon. Il sourit poliment au client, mais ses yeux avaient ce vide caractéristique de quelqu'un cherchant des souvenirs qui ne sont tout simplement pas là. La nuit, dans le petit appartement au-dessus du garage, il s'asseyait à une table avec son journal. Cela faisait partie de sa routine, recommandée par les médecins. Noter tout fragment de mémoire, aussi petit soit-il, qui faisait surface. « J'ai rêvé d'enfants qui riaient aujourd'hui », écrivit-il. 3 rires identiques et des rubans roses flottant dans le vent. Mais quand je me réveille, les visages ne sont que des ombres. De retour à l'orphelinat, Élodie organisait une fête surprise pour l'une des plus jeunes filles. Elle avait appris à faire des décorations avec du papier journal recyclé et avait convaincu le cuisinier de faire un gâteau supplémentaire avec les restes de la semaine. « Tu ferais une excellente maman, Élodie », commenta un membre du personnel en la regardant raconter des histoires aux plus jeunes pour les endormir. Élodie sourit, mais ses yeux contenaient une vieille tristesse. « J'ai eu de bons exemples, » répondit-elle, pensant à la façon dont elle prenait soin de ses sœurs. « Et un jour, je les retrouverai. » Chez les Morneau, Camille joua au récital de piano. Ses doigts dansaient sur les touches sans erreur, mais aussi sans âme. Au premier rang, madame Morneau souriait fièrement, chuchotant aux autres mères. Massara a toujours eu un don naturel. Plus tard dans la nuit, seule dans sa chambre, Camille ouvrit son journal secret. « Chères Élodie et Sophie, » écrivit-elle, comme chaque soir. « Aujourd'hui, j'ai joué du Beethoven, mais tout le temps, je nous imaginais toutes les 3 courant dans le jardin du château. Parfois, quand je joue, je ferme les yeux et je fais comme si j'étais à la maison avec vous. » Dans le conteneur, Sophie triait les provisions de la journée. En plus de la nourriture, elle cherchait toujours des articles potentiellement utiles, de vieilles couvertures, des vêtements mis au rebut, même des livres jetés. « Pourquoi t'obstines-tu tant à aider tout le monde ?» demanda Antoine un soir, alors qu'ils partageaient un pain. Sophie leva les yeux vers les étoiles, à travers les interstices du conteneur. « Parce que je sais ce que c'est d'être seule, et personne ne devrait vivre ça. » Dans son appartement, Jean-Luc, Luc, se réveilla en sursaut d'un autre rêve fragmenté. Cette fois, il avait été plus vif. 3 petites filles courant vers lui, l'appelant «
papa. Mais comme toujours, quand il essayait de se concentrer sur leur visage, il ne trouvait qu'un vide frustrant. Ses doigts touchèrent instinctivement la cicatrice sur sa tempe, le rappel de l'accident qui lui avait volé sa mémoire. Les médecins avaient dit que ses souvenirs pourraient revenir à tout moment, ou jamais. Il avait appris à vivre avec cette incertitude. Pourtant, quelque chose en lui savait qu'il y avait plus dans son passé qu'une simple vie de mécanicien. Le temps passait inexorablement. Dans différentes parties de la ville, 3 filles identiques grandissaient dans des mondes complètement différents. Élodie transformait sa douleur en s'occupant des autres, construisant une famille de fortune à l'orphelinat. Camille résistait silencieusement à une identité forcée, trouvant refuge dans son art secret. Et Sophie, dans la rue, créait sa propre définition du foyer, prouvant que la famille n'est pas toujours une question de sang. Chaque nuit, avant de dormir, chacune regardait le même croissant de lune, faisant le même vœu silencieux qu'elle faisait depuis 6 ans. Dans leurs rêves, 3 petites filles en robe bleue et ruban rose couraient encore librement dans un jardin ensoleillé, leur rire résonnant à travers le temps, attendant le moment de la réunion. La Bibliothèque nationale de France bourdonnait d'étudiants préparant les examens finaux. Élodie, maintenant âgée de 15 ans, dirigeait un groupe d'études pour certaines filles de l'orphelinat. Ses doigts parcouraient les dos des livres alors qu'elle cherchait du matériel supplémentaire sur la chimie. Au 3e étage de la même bibliothèque, Camille se cachait parmi les étagères d'art. Elle avait dit au Morneau qu'elle était à sa répétition de piano, mais elle utilisait ses heures volées pour dessiner. Son carnet de croquis était rempli de visages, toujours le même visage multiplié par 3. En bas, Sophie se glissa dans le bâtiment, cherchant refuge contre le froid de l'automne. Au fil des ans, la bibliothèque était devenue son sanctuaire, un endroit chaud pour lire et rêver tant qu'elle restait discrète et propre. Ce fut le reflet dans la fenêtre qui attira d'abord l'attention d'Élodie. Un visage identique au sien, mais avec des cheveux courts, marchant rapidement dans le couloir. Son cœur s'arrêta un instant. Le livre de chimie glissa de ses mains et tomba lourdement sur le sol. Le bruit fit lever les yeux à Camille de son carnet de croquis à l'étage supérieur. À travers l'ouverture centrale de la bibliothèque, elle vit une fille courir au rez-de-chaussée, une fille avec son propre visage. Son crayon roula de la table, tombant en spirale vers le niveau inférieur. Sophie se pencha pour ramasser le crayon tombé. Quand elle se releva, son regard croisa celui de 2 filles identiques à elle, l'une montant les escaliers en courant, l'autre se précipitant vers le bas. Le temps sembla s'arrêter. « Sophie ?» La voix d'Élodie tremblait. « Élodie ?» Camille pouvait à peine respirer. « Camille ?» Sophie laissa tomber le crayon à nouveau. Elles se rencontrèrent sur le palier entre les étages, les jambes faibles, le cœur battant à tout rompre. 6 années de séparation se dissolurent à l'instant où leurs yeux se croisèrent. Elle n'était plus la chef de l'orphelinat, la fausse Sarah, la fille des rues. Elles étaient à nouveau les triplés Dubois. Le premier câlin fut maladroit, 3 corps essayant d'occuper le même espace, des larmes silencieuses imbibant les épaules et les cheveux. Un bibliothécaire passa, jetant un regard d'avertissement qui s'adoucit rapidement lorsqu'il réalisa l'intensité du moment. « Allons dans le jardin derrière, » murmura Élodie, toujours pratique. « On pourra parler là-bas. » Dans le petit jardin, à l'abri de hauts buissons, les 3 s'assirent sur un banc de pierre, leurs mains restant entrelacées, comme si elles craignaient que lâcher prise prouve que tout n'avait été qu'un rêve. « Tes cheveux ?» Camille toucha les mèches courtes de Sophie. « C'est plus pratique pour la vie dans la rue. » Sophie haussa les épaules, les yeux brillants. « Regarde-toi, Camille, si élégante. Tout ça n'est qu'une façade. » Camille baissa les yeux. « Les Morneau, ils essaient de me transformer en quelqu'un d'autre. » Élodie serra la main de sa sœur. « Raconte-nous tout. » Les histoires coulèrent comme un barrage enfin rompu. Camille parla des années à vivre comme Sarah, de ses dessins secrets, des leçons de piano forcées. Sophie décrivit la vie dans la rue, les amis qui sont devenus une famille, les nuits dans le conteneur. Élodie partagea ses expériences à l'orphelinat, comment elle avait appris à diriger et à prendre soin des autres. « Pensez-vous, » hésita Sophie, « pensez-vous que papa est vraiment mort dans cet accident ?»
Un lourd silence s'abattit sur elle. Élodie sortit une coupure de journal jauni de sa poche, l'annonce que les recherches pour le vol 2471 avaient été annulées. « J'ai gardé ça avec moi pendant des années, » expliqua-t-elle, « pour ne jamais oublier. Isabelle doit être heureuse maintenant. » La voix de Camille avait une pointe d'amertume. Seule dans ce immense château. Peu importe, Sophie se leva, déterminée. « Nous nous sommes retrouvés maintenant, et je ne vous perdrai plus. »« Mais comment ?» demanda Camille. « Je suis encore mineure, légalement sous la garde des Morneau. » L'esprit d'Élodie, toujours stratégique, se mit en marche. Elle sortit un carnet. « Nous avons besoin d'un plan. Sophie ne peut pas rester dans la rue. Camille doit sortir de chez les Morneau. Et moi, eh bien, l'orphelinat n'est pas si mal, mais ce n'est pas notre famille. Et si, commença Sophie, les yeux brillants d'une idée, nous construisions notre propre vie, ensemble. » Elles se regardèrent, des années de rêves solitaires convergeant en un moment d'espoir. « Je trouverai un travail après l'école, » décida Élodie. « J'ai déjà quelques économies du programme des jeunes leaders. Je peux vendre mes dessins, » ajouta Camille. « J'ai reçu quelques offres, mais les Morneau ne l'ont jamais permis, et je connais chaque recoin de cette ville, » sourit Sophie. « Je sais où trouver les meilleures opportunités, les endroits les moins chers pour vivre. » Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, rappelant les rubans qu'elle portait autrefois. Les trois sœurs restèrent blotties ensemble, faisant des plans pour un avenir qui, pour la première fois en 6 ans, semblait possible. « Promettez que vous ne disparaîtrez pas, » demanda Camille, sa voix petite. « Plus jamais, » répondirent Élodie et Sophie à l'unisson. Elles convinrent de se retrouver là chaque jour après l'école. Élodie apporterait des livres sur l'entrepreneuriat de la bibliothèque. Camille commencerait à économiser l'argent de ses leçons de piano. Sophie utiliserait ses contacts de la rue pour trouver des opportunités. Quand elles se séparèrent enfin, la nuit était déjà tombée. Mais cette fois, la séparation était différente. Pas une fin, mais un commencement. 3 cœurs battaient à nouveau à l'unisson, liés par un lien plus fort que le temps ou la distance. De retour à l'orphelinat, Élodie écrivit dans son journal « J'ai retrouvé mes étoiles guides ». Dans sa chambre rose, Camille esquissa 3 filles souriantes, mais cette fois, ce n'était pas un souvenir, c'était un plan pour l'avenir. Dans le conteneur, Sophie regarda les étoiles et pour la première fois depuis des années, ne se sentit pas seule. Le destin, qui les avait autrefois si cruellement séparés, les réunissait maintenant. Et cette fois, elle ne laisserait rien se mettre en travers de leur chemin. Le petit café était vide à cette heure matinale. Élodie étudiait des feuilles de calcul étalées sur la table, tandis que Camille dessinait des plans sur sa tablette. Sophie, dans son nouvel uniforme de serveuse, servait du café à ses sœurs. « J'ai convaincu M. Peterson de nous vendre cet espace », annonça Élodie en encerclant des chiffres en rouge. Il a aimé l'idée d'un café-galerie et a accepté qu'on paie en plusieurs fois. Et j'ai déjà 5 artistes locaux intéressés pour exposer leurs œuvres, sourit Camille en tournant sa tablette pour montrer l'aménagement qu'elle avait créé. On peut utiliser les murs latéraux pour les œuvres et garder le centre pour les tables. Sophie posa une autre tasse de café sur la table. Mes contacts dans la rue peuvent t'aider pour la rénovation. Antoine est électricien, tu sais, et Sébastien est charpentier. Les 3 Roses est né d'une confluence de talents, les compétences administratives d'Élodie, l'œil artistique de Camille et le sens de la rue de Sophie. Le petit local de la rue Augusta, autrefois un boui-boui délabré, commença sa transformation. Les premières semaines testèrent leur endurance. Élodie ne dormait que 4 heures par nuit, jonglant entre l'orphelinat et le café. Camille faisait face à des interrogatoires constants de la part des Morneau sur ses activités extrascolaires. Sophie coordonnait une équipe improbable d'ouvriers, beaucoup d'entre eux étant des sans-abri cherchant une seconde chance. « On ne peut pas payer beaucoup au début, » dit Élodie au groupe rassemblé pour la rénovation. « Un salaire juste et un repas chaud chaque jour, c'est plus que ce que la plupart offriraient, » répondit Antoine en organisant ses outils. « D'ailleurs, Sophie a toujours veillé sur nous. Il est temps qu'on lui rende l'appareil. » Le café ouvrit ses portes un samedi matin ensoleillé. La première exposition présentait des œuvres d'artistes de rue, y compris des croquis signés par Camille.
Les tables, restaurées par Sébastien, brillaient sous l'éclairage installé par Antoine. L'arôme du café frais et du pain tout juste cuit attira les curieux. « C'est plus qu'un café », expliqua Élodie à un journaliste local. « C'est un espace où l'art et la communauté se rencontrent. » L'article, publié le lendemain, mit en lumière l'histoire unique de l'établissement. 3 jeunes entrepreneuses transforment un espace abandonné en pôle culturel. Le succès vint progressivement, puis soudainement. Un critique gastronomique influent découvrit le café et s'enthousiasma pour les croissants qui rivalisaient avec ceux de Paris. Un galeriste de renom vit les œuvres exposées et offrit une représentation à 3 des artistes, dont Camille. Les histoires de réinsertion du personnel attirèrent l'attention d'une grande fondation de soutien social. 6 mois après l'ouverture, les sœurs inaugurèrent leur 2e emplacement. En un an, elles avaient 5 succursales à travers la ville. Les 3 Roses devint connue non seulement pour sa nourriture et son art, mais aussi pour son impact social. « Nous avons besoin d'un bureau central », décida Élodie, maintenant âgée de 17 ans, mais avec l'assurance d'une PDG chevronnée. On ne peut pas tout gérer depuis la table d'un café. Le nouveau bureau occupait le 3e étage d'un immeuble commercial. Dans la salle de conférence, une peinture attirait l'attention. 3 petites filles en robe bleue avec des rubans roses, peintes par Camille. « Les Morneau ont enfin compris que je ne suis pas Sarah », partagea Camille lors d'une réunion. Elle vivait maintenant dans un petit appartement au-dessus d'un des cafés. Je pense que mon succès en tant qu'artiste leur a fait voir que j'ai ma propre identité. Sophie, qui gérait le programme de réinsertion professionnelle de l'entreprise, ne vivait plus dans le conteneur. Nous l'avons transformé en abri, expliqua-t-elle. Personne qui cherche de l'aide ne devrait avoir à dormir dans la rue. Leur empire commercial grandissait, mais une inquiétude partagée les hantait. Un soir, après la fermeture du café phare, elles se réunirent à leur table habituelle. « J'ai trouvé ça aujourd'hui. » Élodie posa un dossier sur la table. Ce sont les registres de passagers originaux du vol DEM 471. Camille et Sophie se penchèrent. Des années de succès commercial n'avaient jamais diminué la douleur de la perte de leur père. Il y a quelque chose de bizarre. Sophie pointa une liste. Le nom de papa est sur la liste des passagers, mais il n'y a aucune trace d'enregistrement. Et regardez ça, Camille surligna un autre document. La compagnie aérienne a été vendue à un groupe d'investissement, juste après l'accident. Tous les dossiers ont été archivés. Élodie ouvrit son ordinateur portable. Maintenant, nous avons des ressources. On peut engager les meilleurs enquêteurs privés. Et des relations, ajouta Sophie. Mon réseau de la rue entend des choses que les gens riches et puissants préfèrent cacher. Nous devons savoir la vérité. Camille ferma son carnet de croquis où un nouveau dessin montrait le visage de Jean-Luc tel qu'elle s'en souvenait. Pas seulement pour papa, mais pour nous. Sur le mur du bureau, le portrait des 3 sœurs semblait les observer avec un espoir renouvelé. L'empire qu'elles avaient bâti n'était pas seulement une entreprise. C'était une fondation pour découvrir la vérité sur leur passé. Élodie ouvrit une nouvelle feuille de calcul, cette fois non pas pour calculer les profits, mais pour organiser les indices. Camille commença à esquisser une chronologie des événements. Sophie lista les contacts qui pourraient aider à l'enquête. « Nous trouverons des réponses », promit Élodie en serrant ses sœurs dans ses bras. « Et cette fois, » ajouta Sophie, « personne ne pourra nous séparer. Nous sommes plus fortes ensemble. » sourit Camille en regardant l'empire qu'elles avaient bâti à partir de rien. Sur la table entre elles, le dossier sur le vol de mai 471 attendait, gardant des secrets qui commenceraient bientôt à se dévoiler. Le café vide fut une fois de plus témoin de la détermination de 3 sœurs qui, contre toute attente, avaient transformé leur douleur en force et leurs rêves en réalité. Le bureau de l'inspecteur Leclerc sentait le café froid et les archives poussiéreuses. Les 3 sœurs étaient assises devant son bureau encombré alors qu'il feuilletait le dossier qu'elles avaient préparé. « Intéressant » murmura-t-il en ajustant ses lunettes à monture épaisse. « Très intéressant. La plupart des clients n'ont que des bribes d'informations. Vous m'avez apporté une enquête préliminaire complète. » Élodie se redressa sur sa chaise. « Nous avons appris à être rigoureuses en affaires. Et nous avons des ressources,
ajouta Sophie en posant une épaisse enveloppe sur la table. Financière et autres. Camille resta silencieuse, ses doigts traçant inconsciemment la silhouette de son père dans son carnet de croquis. Très bien, Leclerc se pencha en arrière. Je peux commencer demain, mais un avertissement, les vieilles affaires comme celle-ci ont rarement une fin heureuse. N'importe quelle vérité est meilleure que de vivre dans l'incertitude, répondit Élodie. Les semaines suivantes furent une pure agonie d'attente. Les sœurs se jetèrent dans le travail, développant leur chaîne de café, mais leurs pensées dérivaient toujours vers ce que Leclerc pourrait découvrir. L'appel arriva un mardi pluvieux. Mademoiselle Dubois, la voix de Leclerc semblait différente, plus énergique. Nous devons nous voir immédiatement. Dans le bureau poussiéreux, Leclerc étala des dizaines de photographies sur son bureau. J'ai commencé par retracer la liste des passagers du vol 2471. Quelque chose ne correspondait pas. Le nom de Jean-Luc Dubois y était, mais il n'y a aucune trace qu'il ait réellement embarqué. « Nous l'avions remarqué », intervint Élodie. « Oui, mais vous n'aviez pas accès à ça. » Il sortit un document jauni. « C'est un dossier d'hôpital de Nice, daté de 3 jours après le prétendu accident. Un homme a été retrouvé inconscient sur la plage. Pas de papier d'identité. » Camille prit l'une des photos avec des mains tremblantes. Elle montrait un homme dans un lit d'hôpital, le visage meurtri, presque méconnaissable. Mais quand même. « C'est lui, » murmura-t-elle. « Papa ?» L'homme n'avait aucun souvenir, poursuivit Leclerc. Il a été enregistré comme John Doe. Après s'être remis, il s'est fait appeler Luc. Et voici le plus intéressant, il fit glisser une autre photo sur le bureau, prise la semaine dernière. L'image montrait un homme d'âge mûr, travaillant dans un garage, les cheveux grisonnants aux tempes, une fine cicatrice marquant sa tempe droite. Mais le sourire qui avait illuminé tant de leur matinée d'enfance, était sans équivoque. Où ? La voix de Sophie s'éleva à peine au-dessus d'un murmure. À Nice. Il possède un petit garage là-bas. Les gens du coin l'appellent Luc, le gars qui peut tout réparer. Il vit seul, pas d'amis proches. Il tient un journal où il écrit des fragments de rêves qui surgissent parfois. Élodie se leva brusquement. « Nous devons y aller. »« Attendez !» Leclerc leva la main. « Il y a plus. J'ai trouvé ça parmi ses affaires. » Il montra une photo de 3 rubans roses, soigneusement conservés dans une boîte. Il ne sait pas pourquoi il les garde, mais il n'a jamais pu s'en défaire. Le trajet jusqu'à Nice fut silencieux, chaque sœur perdue dans ses propres pensées, imaginant comment cette réunion pourrait se dérouler. Le GPS les mena dans une rue étroite où une enseigne délavée indiquait « Garage Saint-Luc, réparation générale ». Le son du métal sur le métal les guida vers un garage ouvert où un homme travaillait sous une voiture surélevée. Entendant leurs pas, il glissa dessous le véhicule. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il en s'essuyant les mains sur un chiffon graisseux. C'était surréaliste de voir ce visage familier si changé. La cicatrice, les cheveux grisonnants, les nouvelles rides autour des yeux. Mais c'était indéniablement lui. « Monsieur Smith ?» commença Élodie, son ton professionnel dissimulant à peine sa voix tremblante. « Nous venons de Paris pour parler de services mécaniques. » Il fronça les sourcils, confus. « Vous avez fait tout ce chemin juste pour… » « En fait, » intervint Camille, agrippant son carnet de croquis. « Nous sommes ici parce que… » Tsam ! Sa voix faiblit. Sophie s'avança. « Vous souvenez-vous de quelque chose de votre vie avant l'accident ?» Son expression changea instantanément. « Comment savez-vous pour l'accident ?»« Parce que… » Élodie prit une profonde inspiration. « Vous n'êtes pas Luc. Votre nom est Jean-Luc Dubois. Et nous sommes vos filles. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Jean-Luc, Luc, regarda d'un visage à l'autre, son expression un mélange de confusion et d'autre chose. De la peur, peut-être. « J'ai des rêves, parfois, » dit-il lentement, « de 3 rires identiques, de rubans roses dans le vent. Mais les visages, je ne vois jamais les visages. » Camille ouvrit son carnet de croquis, lui montrant le portrait qu'elle avait dessiné de lui, tel qu'il était autrefois. « C'est vous, notre père. » Il prit le dessin avec des mains tremblantes. « Je garde 3 rubans roses dans une boîte. Je n'ai jamais su pourquoi. C'étaient les nôtres, » expliqua doucement Sophie. « Nous les portions tous les jours. Je suis désolé. » Il secoua la tête, rendant le dessin. « Je vois la ressemblance.
Je vois que vous croyez ce que vous dites, mais je ne me souviens pas. Je n'arrive pas à me souvenir. » Élodie sortit une vieille photo, la dernière prise d'eux avant ce jour fatidique. « S'il vous plaît, regardez attentivement. » Il étudia la photo pendant un long moment, ses yeux passant du papier au visage en face de lui, encore et encore. « Je ressens quelque chose, » admit-il, comme un écho lointain. « Mais je ne peux pas. Je ne peux pas atteindre les souvenirs. »« Ce n'est pas grave, » dit Élodie, bien que son cœur se serre. « Nous ne sommes pas ici pour exiger quoi que ce soit. Nous voulions juste que vous sachiez que vous êtes en vie, que nous sommes en vie, et que nous n'avons jamais cessé de chercher. » Alors qu'elle se tournait pour partir, sa voix les arrêta. « Attendez, voudriez-vous prendre un café? Il y a un bistrot à proximité? Peut-être. Peut-être que vous pourriez m'en dire plus sur qui j'étais. Qui vous êtes? » Les trois échangèrent des regards, des larmes coulant silencieusement sur leurs joues. Ce n'était pas la réunion miraculeuse dont elles avaient rêvé, mais c'était un début. Une porte s'entr'ouvrant sur des possibilités qui, jusqu'à ce matin, semblaient impossibles. Avec plaisir, répondirent-elles à l'unisson, comme dans leur enfance. Pendant un bref instant, quelque chose vacilla dans ses yeux, une reconnaissance fugace, comme un rayon de soleil perçant de lourds nuages. Les souvenirs étaient peut-être encore perdus, mais certaines choses étaient gravées plus profondément que l'esprit. Elles étaient gravées dans le cœur. La petite maison derrière le garage sentait le café frais et l'huile de moteur. Jean-Luc, qu'elles avaient encore du mal à ne pas appeler Luc, était assis dans son fauteuil confortable, entouré de trois jeunes femmes, qui étaient à la fois des étrangères et étrangement familières. « Nous avons trouvé ça dans l'ancien bureau au château, » expliqua Élodie en ouvrant un album photo relié en cuir. « Isabelle ne s'est jamais débarrassée de tes affaires. Je suppose qu'elle te croyait vraiment mort. » Jean-Luc passa ses doigts sur la couverture de l'album, ses mains calleuses laissant de légères empreintes sur les pages jaunies. La première photo montrait une version plus jeune de lui, tenant trois nouveau-nés identiques à l'hôpital. « Je ne me souviens pas de ce moment, » murmura-t-il, la frustration colorant sa voix. « Mais regarde mes mains sur la photo, elles tremblent. Tu disais toujours que c'était le jour le plus effrayant et le plus heureux de ta vie. » Sourit doucement Camille, perchée sur l'accoudoir du fauteuil. Trois bébés d'un coup. Sophie, qui parcourait les étagères, découvrit une boîte en métal. « Qu'est-ce que c'est ?»« Mon journal de rêve, » admit Jean-Luc avec une légère rougeur. « Le médecin m'a suggéré de noter tout fragment de mémoire de mon sommeil. » Avec sa permission, Sophie ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de feuilles volantes, certaines froissées, d'autres soigneusement lissées, toutes couvertes de l'écriture penchée de Jean-Luc. « J'ai rêvé de rires résonnant dans un jardin, » lut-elle à haute voix. Trois rires identiques. Il y avait une balançoire rouge. « La balançoire que tu as construite pour nous » s'exclama Élodie. Elle était vraiment rouge sous le chêne. Jean-Luc ferma les yeux, se concentrant. Je peux entendre le grincement de la chaîne, et des voix qui crient « Plus haut, papa, plus haut !» Les trois sœurs échangèrent des regards pleins d'espoir. C'était la première fois qu'ils faisaient un lien aussi clair avec un souvenir spécifique. Camille ouvrit son carnet de croquis. « J'ai dessiné ça la nuit dernière, » dit-elle, montrant une esquisse détaillée de l'ancien jardin avec la balançoire rouge au premier plan. Jean-Luc étudia le dessin pendant un long moment. Les roses, il y avait des roses blanches le long du mur, n'est-ce pas? Oui, Sophie sauta presque de joie. Tu les avais plantées pour notre mère. Mentionner leur mère jeta une ombre sur les yeux de Jean-Luc. Je suis désolé, je ne me souviens pas d'elle. Ce n'est pas grave. Élodie lui toucha le bras doucement. Un souvenir à la fois. Ils passèrent l'après-midi ainsi, feuilletant l'album photo, partageant des histoires, guettant chaque petit signe de reconnaissance sur son visage. Pour chaque souvenir encore enfoui, il y avait un détail apparemment insignifiant, soudainement rappelé avec une clarté cristalline. « Ce son !» dit soudain Jean-Luc, lorsque Camille fit teinter accidentellement sa tasse de café contre sa soucoupe. « Ça me semble familier. Quelque chose à propos du petit déjeuner? Et des crêpes. Les crêpes !» s'exclamèrent les trois ensemble. « Tu faisais des crêpes tous les dimanches, » expliqua Élodie. «
Et tu tapotais toujours ta cuillère à café au même rythme, comme une petite mélodie. Jean-Luc ferma les yeux, ses mains bougeant dans les airs, comme s'il dirigeait un orchestre invisible. « Tape, tape, tape !» Des crêpes pour mes princesses. C'est exactement ça, rit Sophie, des larmes brillant alors que le soleil commençait à se coucher, jetant des ombres dorées sur le modeste salon. Jean-Luc prit la boîte avec les 3 rubans roses qu'il avait gardés toutes ces années. « J'ai toujours su qu'ils étaient importants, dit-il en passant ses doigts sur le tissu délavé. Mais je n'ai jamais pu comprendre pourquoi. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit avec l'impression de venir de nouer un ruban, mais le rêve s'échappe. » Camille sortit un autre dessin de son carnet de croquis. Cette fois, un portrait détaillé d'elle à 6 ans, chacune portant son ruban rose emblématique. Élodie portait toujours le sien parfaitement droit, expliqua-t-elle. Le mien était toujours de travers, et Sophie perdait fréquemment le sien en jouant. Jean-Luc examina le dessin, ses yeux passant d'un visage à l'autre. Y avait-il une chanson? Quelque chose sur 3 princesses dans le jardin? Élodie commença à fredonner une mélodie simple. Lentement, Camille et Sophie se joignirent à elle. 3 princesses dans le jardin, dansant sans fin. Des nœuds roses dans les cheveux, sous le plus beau des cieux. Jean-Luc ferma les yeux, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, burinées par le temps. Je chantais ça tous les soirs avant de dormir. Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone d'Élodie. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Une urgence au café. Nous devons rentrer à Paris. Une lueur de panique traversa le visage de Jean-Luc. Vous reviendrez, n'est-ce pas? Bien sûr, Sophie lui tint la main. Tous les week-ends, si tu veux. Et tu peux venir nous voir aussi, ajouta Camille. Visiter nos cafés. Café? Jean-Luc fronça les sourcils en se concentrant. Il y avait quelque chose d'important à propos du café, quelque chose à propos d'un grain spécial. « Tu importais des grains de café », s'exclama Élodie. « Cela faisait partie de tes affaires avant l'accident. » Une autre pièce du puzzle, une autre petite victoire. Alors que les 3 se préparaient à partir, Jean-Luc les arrêta à la porte. « Il y a quelque chose que je ressens depuis que vous êtes arrivés, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. Ce n'est pas exactement un souvenir, c'est plus comme une connaissance profonde. Ici, il toucha sa poitrine. Chaque fois que vous souriez, chaque fois que vous parlez ensemble, quelque chose en moi le reconnaît. Comme si mon cœur se souvenait de ce que mon esprit a oublié. Les 3 l'étreignirent en même temps, et pour cet instant, dans l'embrasure de sa modeste maison, ils étaient à nouveau une famille. Différente, fracturée, mais se reconstituant lentement, souvenir par souvenir. « À week-end prochain, papa », dit doucement Élodie. C'était la première fois que l'une d'entre elles l'appelait papa depuis qu'elle l'avait retrouvé. Le son de ce simple mot résonna entre eux comme une promesse, un lien entre un passé perdu et un avenir qu'elle commençait à reconstruire. Sur la route du retour vers Paris, chaque sœur portait un espoir renouvelé. Ce n'étaient plus seulement les 3 contre le monde. Maintenant, il y avait 4 cœurs battant à l'unisson, même si l'un d'eux réapprenait encore la mélodie. Jean-Luc se réveilla en sueur froide. Ce rêve avait été différent, plus vif, plus douloureux. Dans son esprit résonnaient des cris d'enfants et le bruit d'une porte claquant violemment. Ses mains tremblaient alors qu'il attrapait le journal et le stylo sur sa table de chevet. « Isabelle », écrivit-il d'une main tremblante. « Son nom est Isabelle. Et elle a fait quelque chose de terrible. » Le soleil s'était à peine levé quand il appela Élodie. 2 heures plus tard, les 3 sœurs arrivèrent à sa maison. Elles le trouvèrent à la table de la cuisine, entouré de pages éparses, couvertes de notes frénétiques. « J'ai commencé à me souvenir, » dit-il sans préambule. « Ce sont des fragments, mais... Isabelle, c'était ma femme, n'est-ce pas? Et elle vous a fait quelque chose. » Élodie s'assit lentement, tenant sa main tremblante. « Oui, Isabelle est ta seconde femme, et elle nous a chassés de la maison quand tu es parti. Nous étions si petites, » continua doucement Camille. « Seulement 6 ans. » Jean-Luc ferma les yeux très fort. « Je vois des flashs, un vase cassé. » Elle criait.
C'était le prétexte qu'elle a utilisé, expliqua Sophie. Mais le vase est tombé tout seul quand la fenêtre était ouverte. « Dites-moi, » demanda Jean-Luc en ouvrant les yeux. « Dites-moi tout ce qui s'est passé après. J'ai besoin de savoir. » Les sœurs échangèrent des regards, hésitantes. Élodie commença. « J'ai atterri à l'orphelinat Sainte-Marie. J'ai appris très tôt que je devais être forte et organisée. Je me suis occupée des plus jeunes, j'ai beaucoup étudié. C'était le seul moyen de ne pas me perdre dans le chagrin. » Jean-Luc écoutait, des larmes silencieuses roulant sur son visage. Camille continua. « Les Morneau m'ont adopté. Ils ont essayé de me transformer en Sarah, la fille qu'ils avaient perdue. J'ai passé des années à vivre comme un fantôme, cachant qui j'étais vraiment. Et moi, Sophie prit une profonde inspiration. J'ai fui, j'ai vécu dans la rue, appris à survivre. J'ai trouvé de la gentillesse dans les endroits les plus improbables. » Jean-Luc se leva brusquement, titubant vers l'évier. Ses épaules tremblaient de sanglots étouffés. « Comment a-t-elle pu, dit-il, la voix épaisse de rage et de chagrin. « Comment ai-je pu laisser faire ça? Ce n'était pas ta faute. » Élodie s'approcha de lui. « Tu ne savais pas. Et puis, il y a eu l'accident. » « L'accident » Jean-Luc se tourna, les yeux soudainement concentrés. Il y avait quelque chose de louche avec ce vol, quelque chose qu'Isabelle savait, quelque chose. Les trois sœurs se penchèrent, alertes. « Je commence à me souvenir, » continua-t-il. « Avant le voyage, j'ai trouvé des documents étranges dans mon bureau, des virements bancaires suspects. Isabelle détournait des fonds de l'entreprise. « C'est pour ça que tu es parti si soudainement pour le Japon ?» demanda Élodie. « Oui, non, attends. » Jean-Luc se pressa les tempes. Le voyage au Japon était une couverture. Je me dirigeais vers Nice pour rencontrer un enquêteur, mais je n'y suis jamais arrivé. « Et Isabelle ?» insista Sophie. « Elle le savait, elle a dû le découvrir. » Jean-Luc se rassit. Cela expliquerait tout. Donc l'accident n'était pas un accident, conclut Élodie. Alors elle s'est débarrassée de nous. Un lourd silence remplit la cuisine. La lumière du matin inondait maintenant les fenêtres, illuminant 4 visages pensifs. « Nous avons toujours ton testament, » dit doucement Camille. « Celui que tu as rédigé avant ton voyage. »« Testament ?» Jean-Luc fronça les sourcils. « Nous l'avons trouvé dans les archives de ton ancien avocat, Maître Dubois, » expliqua Élodie. « Tu laissais tout aux 3. Isabelle n'a aucun droit légal sur le château ou l'entreprise. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Jean-Luc. « Reconnaissance, résolution. Maintenant, je me souviens, » dit-il plus fermement. « Je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai protégé votre héritage. »« Et maintenant ?» demanda Sophie. « Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations ?» Jean-Luc regarda par la fenêtre, contemplant le garage qui avait été son monde entier pendant tant d'années. « Vous avez construit quelque chose d'incroyable, » dit-il en se tournant vers ses filles. « Vos cafés, votre travail social, vous avez transformé la douleur en quelque chose de beau. Mais il est temps de reprendre ce qui nous revient de droit. » Élodie ouvrit sa tablette, affichant une feuille de calcul. « J'ai un plan, » dit-elle. « Mais nous devons le faire correctement. Isabelle doit faire face aux conséquences de ses actes, » ajouta Camille. « Pas par vengeance, mais pour la justice. Et nous devons nous assurer qu'elle n'oublie jamais, » dit Sophie, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Jean-Luc regarda chacune de ses filles, émerveillé par les femmes fortes qu'elles étaient devenues. « Les camions, » dit-il soudainement. « Vous avez ces grands camions que vous utilisez pour approvisionner les cafés, n'est-ce pas ?» Les 3 hochèrent la tête, commençant à comprendre. « Alors, nous allons les utiliser, » sourit Jean-Luc, une lueur du vieil homme d'affaires dans ses yeux. « Nous nous présenterons au château avec une flotte de camions. Un retour triomphal, comme un symbole. » Camille sortit son carnet de croquis, visualisant déjà la scène. « Les mêmes camions que nous avons utilisés pour construire notre empire nous aideront maintenant à reconquérir notre passé, » termina Sophie. Élodie tapa rapidement sur sa tablette. « On peut tout organiser en 2 semaines, le temps de finaliser l'aspect juridique et de préparer la logistique. »« Et moi ?» demanda Jean-Luc, une ombre de doute traversant son visage. « Mes souvenirs sont encore fragmentés. Tu es notre père. » Élodie lui tint la main. « Même si tu ne te souviens pas de tout, ton cœur se souvient. » Camille lui tapota la poitrine. « C'est ce qui compte. Et ensemble, » conclut Sophie,
Nous sommes plus forts que n'importe quel souvenir perdu. » Jean-Luc serra ses filles dans ses bras, et à ce moment, un autre fragment de mémoire revint. L'odeur de leurs cheveux, le poids de 3 petits corps dans ses bras, le sentiment de plénitude que seul un père connaît. « Alors, c'est décidé, » dit-il, la voix résolue. « Dans 2 semaines, nous rentrons à la maison. » Les sœurs sourirent, 3 sourires identiques sur 3 visages différents. À l'horizon, des nuages d'orage se rassemblaient, une tempête qu'ils affronteraient ensemble, en famille. « Isabelle ne saura pas ce qui lui arrive, » gloussa doucement Sophie. « Il ne s'agit pas de vengeance, » leur rappela Élodie. « Il s'agit de justice. Et de guérison, » ajouta Camille. Jean-Luc regarda ses filles planifier, leur cœur battant à nouveau à l'unisson. Le château de Valois les attendait, et avec lui, le règlement final avec un passé qui les avait déchirés pendant si longtemps. L'arôme du café fraîchement torréfié remplissait la salle de conférence du bureau central des 3 Roses. Sur la table en acajou, les plans du château se mêlaient à des documents juridiques et à des plannings détaillés. Jean-Luc passa ses doigts sur le plan de la maison, chaque contact ravivant de nouveaux souvenirs. « Le bureau », murmura-t-il en désignant une pièce au 2e étage. Il y avait un coffre-fort derrière le tableau de Van Gogh. La combinaison ? Il ferma les yeux, se concentrant. C'était votre date de naissance. Élodie prit une note rapide sur sa tablette. Depuis 2 semaines, elle documentait méticuleusement chaque souvenir que Jean-Luc retrouvait, consciente que chaque détail pourrait être utile à leur retour. « Et ici, » continua-t-il, déplaçant son doigt vers une autre section du plan, « il y a une porte cachée dans la bibliothèque. J'y gardais les documents importants, y compris le testament original. » Maître Dubois, l'avocat de la famille, intervint. Il était présent à la réunion. La copie que nous avons est valide, mais l'original aurait encore plus de poids. De l'autre côté de la pièce, Camille travaillait sur sa tablette, créant un rendu 3D du château basé sur les souvenirs de Jean-Luc et des descriptions détaillées. Le jardin a changé, nota-t-elle, en comparant des photos récentes avec ses souvenirs. Isabelle a enlevé le vieux chêne avec la balançoire, mais elle n'a pas pu arracher les racines, observa Sophie en regardant les images. Regardez, on peut encore voir le contour de l'endroit où il se trouvait. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Isabelle de Valois errait dans les couloirs silencieux du château, son verre de vin laissant de petites taches sur le tapis persan. Les années n'avaient pas été tendres avec elle. Son visage, bien que toujours frappant, portait les marques d'une conscience coupable noyée dans l'alcool. Elle s'arrêta devant le miroir vénitien du foyer, ajustant son collier de perles. « Madame de Valois, » appela la gouvernante. « Le jardinier veut savoir s'il doit enlever les pousses qui grandissent là où se trouvait le chêne. »« Arrachez tout !» ordonna Isabelle, son élocution pâteuse. « Je ne veux rien du passé dans ce jardin. » De retour au bureau des sœurs, l'équipe logistique présenta son plan. « Nous aurons 5 camions, » expliqua Antoine, maintenant directeur des opérations des 3 Roses. « Nous avons organisé une charge symbolique pour chacun. » Élodie ouvrit une liste sur sa tablette. « Premier camion, des meubles d'époque que nous avons achetés aux enchères, similaires aux pièces d'origine du château. Deuxième, des œuvres d'art, y compris les peintures de Camille, basées sur nos souvenirs. Troisième, les documents juridiques et les preuves. Quatrième, les objets personnels que nous avons récupérés au fil des ans. Et le 5e, interrompit Jean-Luc avec un sourire énigmatique, le 5e est ma surprise. Au cours de la semaine précédente, il avait disparu quelques heures chaque jour, revenant avec une lueur mystérieuse dans les yeux. Au château, Isabelle entra dans ce qui était autrefois la chambre des triplés, chose qu'elle ne faisait que lorsqu'elle était profondément ivre. La pièce restait intacte, comme un mausolée pour sa culpabilité. 3 lits vides, 3 robes vides, 3 vies qu'elle avait détruites. « Madame, la gouvernante hésita à la porte. Une autre lettre de la banque est arrivée. » Isabelle rejeta l'enveloppe d'un geste irrité. Elle ne savait pas qu'elle contenait un avis de réactivation des comptes bancaires au nom de Jean-Luc Dubois. Au cabinet de Maître Dubois, des piles de paperasse s'accumulaient. « Nous avons récupéré le contrôle de 60% des entreprises d'origine, » rapporta-t-il.
Isabelle a vendu le reste au fil des ans, mais nous avons la preuve que ces ventes étaient illégales. Et le château ? Demanda Jean-Luc, la tension dans sa voix. Légalement, il a toujours été à vous. Le testament que vous avez fait avant l'accident garantissait que la propriété passerait à vos filles si vous mouriez. Puisque vous êtes en vie, la propriété vous revient automatiquement. Ce soir-là, à la maison de Jean-Luc à Nice, la famille se réunit pour un dîner spécial. C'était la dernière soirée avant le grand jour. Sur la modeste table, des plats élaborés préparés par les chefs des Trois Roses se mêlaient à l'odeur familière des crêpes. « Je me suis souvenu de la recette », sourit Jean-Luc en retournant une autre crêpe dorée. « C'était votre petit déjeuner du dimanche, avec des pépites de chocolat », dirent les trois sœurs à l'unisson. « Et de la cannelle », ajouta Jean-Luc, un autre souvenir se mettant en place. Camille ouvrit son carnet de croquis, révélant une nouvelle pièce. 4 silhouettes devant le château, le soleil levant en arrière-plan. « Voilà à quoi ressemblera demain, » dit-elle doucement. « Une nouvelle aube. Êtes-vous sûr pour les camions » demanda Jean-Luc. « Ne serait-il pas plus simple de se présenter avec la police et les avocats » Élodie posa sa fourchette. « Les camions représentent notre parcours. Nous avons quitté cette maison avec rien et avons construit nos vies à partir de zéro. Maintenant, nous revenons non pas en tant que victimes, mais en tant que vainqueurs. Chaque camion raconte une partie de notre histoire. C'est notre façon de montrer que nous avons transformé la douleur en pouvoir, acquiesça Sophie. Au château, Isabelle s'agitait dans son lit king size, ses cauchemars hantés par 3 petites filles en robe bleue et ruban rose, la poursuivant dans des couloirs sans fin. De retour chez Jean-Luc, les derniers préparatifs étaient au fait. Dans 5 garages à travers la ville, 5 camions attendaient, chacun chargé d'une cargaison soigneusement organisée. Dans le premier camion, révisa Élodie, nous avons les meubles, symbolisant notre héritage légitime. Dans le deuxième, ajouta Camille, l'art qui a gardé nos souvenirs vivants. Dans le troisième, poursuivit Sophie, les preuves qu'Isabelle ne peut nier. Dans le quatrième, conclut Jean-Luc, les fragments que nous avons sauvés de votre enfance. Et le cinquième? Les 3 regardèrent curieusement leur père. Jean-Luc sourit, les larmes aux yeux. Dans le 5e se trouve mon cadeau pour vous, quelque chose sur lequel j'ai travaillé à mesure que mes souvenirs revenaient. La nuit s'avança, mais personne ne pouvait dormir. Élodie revérifiait obsessionnellement les plannings. Camille mettait la touche finale à ses dessins. Sophie contactait son réseau de la rue pour des mises à jour en temps réel. Jean-Luc était assis dans son vieux fauteuil, le journal de rêves ouvert sur ses genoux. Sur les dernières pages, ses notes ne concernaient plus des fragments aléatoires, mais des souvenirs de plus en plus clairs et complets. « Demain, écrivit-il, nous rentrons à la maison. Pas tels que nous étions, mais tels que nous sommes devenus. Mes filles ne sont plus les petites princesses qui avaient besoin de ma protection. Ce sont des reines qui ont construit leur propre royaume. Et moi, je ne suis pas seulement le père qui les a perdues, mais le père qui a le privilège d'être témoin de la force extraordinaire qu'elles ont trouvée en elles-mêmes. La pleine lune illuminait la ville endormie. Au château, Isabelle se tournait dans des rêves coupables. Dans 5 endroits différents de la ville, 5 camions attendaient le lever du soleil, chacun transportant plus que de simples objets, transportant des morceaux d'une histoire qui bouclerait enfin la boucle. Dans quelques heures, le soleil se lèverait sur un nouveau chapitre. La famille Dubois n'allait pas seulement récupérer une maison, elle allait réécrire son histoire, transformant la tragédie en triomphe, prouvant que certains liens sont trop forts pour être brisés par le temps ou le mal. Quelque part, 3 rubans roses délavés attendaient le moment de rentrer à la maison, tout comme les filles qui les portaient autrefois avec tant de fierté. L'aube venait à peine de poindre lorsque les premiers moteurs grondèrent. 5 camions s'alignèrent dans une rue calme de Nice, attendant le signal. Dans le premier camion, Jean-Luc ajusta le rétroviseur, les mains tremblant légèrement sur le volant. La combinaison de mécanicien avait été remplacée par un costume bien taillé, un cadeau de ses filles. « Tu es prêt, papa ?» demanda Élodie depuis le camion voisin, sa voix stable à la radio. Jean-Luc jeta un coup d'œil à la photo des 3 petites filles en robe bleue collée sur le tableau de bord. Prêt. Le convoi se mit en route. Camille conduisait le 3e camion,
ses croquis éparpillés sur le siège passager, des dessins du moment sur le point de se dérouler. Sophie, dans le 4e camion, restait en contact avec ses informateurs. Isabelle est toujours au château. Elle vient de renvoyer la gouvernante pour la journée. Le 5e camion, conduit par Antoine, suivait derrière, sa cargaison mystérieuse, toujours connue seulement de Jean-Luc. Au château de Valois, Isabelle étudiait son reflet dans une coiffeuse, appliquant une autre couche de maquillage pour cacher de profonds cernes sous ses yeux. La bouteille de vin vide de la nuit précédente était encore sur sa table de chevet. Un grondement lointain de moteur attira son attention. Madame de Valois, la voix de la gouvernante crépita nerveusement dans l'interphone. Il y a des camions qui arrivent sur la propriété. Isabelle fronça les sourcils, titubant jusqu'à la fenêtre. Son visage devint pâle à la vue de la procession traversant les grilles d'entrée. Chaque camion affichait le logo « Les Trois Roses ». Les camions formèrent un demi-cercle parfait devant le château. Un par un, leurs moteurs s'éteignirent. Les talons d'Isabelle claquèrent dans les couloirs vides, alors qu'elle descendait, s'agrippant à la rampe pour se soutenir. La sonnette retentit. Avec des mains tremblantes, Isabelle ouvrit la porte. Là se tenaient 3 jeunes femmes, non plus les enfants effrayés qu'elle avait bannis, mais des entrepreneuses confiantes et prospères. Et derrière elles, Jean-Luc, son nom glissa de ses lèvres comme un soupir étranglé. Jean-Luc s'avança, la cicatrice sur sa tempe visible, faisant face à la femme qu'il avait autrefois appelée son épouse. Au moment où leurs yeux se rencontrèrent, la dernière pièce du puzzle de sa mémoire se mit en place. « Le vol !» dit-il, la colère bouillonnant dans sa voix contrôlée. « Tu savais que j'avais découvert les détournements de fonds. Tu as tout planifié. » Isabelle recula en titubant, son dos heurtant le cadre de la porte. « Non, tu es mort, l'avion. »« Je ne suis jamais monté dans cet avion, Isabelle, » poursuivit Jean-Luc. « J'étais en route pour rencontrer l'enquêteur à Nice quand l'accident est arrivé. Très pratique, n'est-ce pas ?» Élodie s'avança, tablette à la main. « Nous avons toutes les preuves. Tes escroqueries financières, les virements suspects, les documents que tu as essayé de cacher. Et nous avons autre chose, » ajouta doucement mais fermement Camille. « Le testament original. » Isabelle laissa échapper un rire hystérique. « Testament ? Quel testament ? Tout a été détruit dans l'accident. »« Pas tout, » sourit Sophie en désignant le 3e camion. « C'est incroyable ce que les gens gardent pendant des années, attendant le bon moment pour le révéler. » Le visage d'Isabelle passa du rouge au cendré, ses yeux passant des visages furieux devant elle aux imposants camions à l'extérieur. « Qu'est-ce que vous voulez ?» finit-elle par suffoquer, la voix petite. « Notre maison ?» dirent les triplés à l'unisson. « Ma vie » ajouta Jean-Luc. « Et des réponses » termina Élodie. « Toutes !» Isabelle recula en titubant dans le foyer. Les triplés et Jean-Luc la suivirent, laissant la porte entr'ouverte. Dehors, les 5 camions attendaient comme des sentinelles silencieuses, leur contenu encore un mystère qui faisait se tortiller Isabelle dans son fauteuil. « Vous ne pouvez rien prouver, » tenta Isabelle, la voix tremblante. « Ce ne sont que des soupçons. Je ne me souviens peut-être pas de tout, » coupa Jean-Luc, « mais je me souviens de suffisamment. La nuit avant le voyage, quand j'ai trouvé tes dossiers. Ta réaction quand je t'ai confronté. L'appel téléphonique que tu as passé en pensant que je dormais. » Isabelle devint encore plus pâle. « Tu as entendu ?»« Maintenant, oui. » Très clairement, Jean-Luc s'avança. « Tu as tout arrangé. Le faux embarquement, l'accident à Nice. Tu n'as juste jamais compté sur ma survie. » Et ensuite, la voix d'Élodie était glaciale. « Tu en as profité pour te débarrasser de nous. 3 petites filles, » ajouta Camille, les larmes brillant, jetées comme des ordures. « Mais nous avons survécu, » conclut Sophie, « et nous sommes devenues plus fortes. » Dehors, le soleil montait plus haut, projetant les longues ombres des camions sur le terrain du château. Le chêne avait peut-être été enlevé, mais ses racines restaient profondes et inébranlables, comme le lien qui unissait la famille Dubois. Isabelle trébucha jusqu'à un fauteuil, s'y effondrant lourdement. « Je n'avais pas le choix, » murmura-t-elle. « L'argent, les détournements, tout aurait été découvert. »« Il y a toujours un choix, Isabelle, » dit fermement Jean-Luc. « Tu as choisi la trahison, tu as choisi la cruauté. Et maintenant,
s'avança Élodie. C'est à notre tour de choisir. Un par un, les chauffeurs de camions coupèrent de leur moteur, laissant un silence épais sur la propriété. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, cela restait un mystère, augmentant l'anxiété d'Isabelle alors qu'elle s'affaissait dans son fauteuil. Jean-Luc regarda ses filles avec fierté et un amour infini dans les yeux. Puis, il se tourna vers Isabelle, son expression se durcissant. « Il est temps, dit-il en sortant une petite télécommande de sa poche. Il est temps de révéler ce que nous avons apporté dans ces camions. » Isabelle se recroquevilla dans le fauteuil, les yeux rivés sur les portes fermées des camions. Dehors, quoi qu'il arrive, elle savait que sa vie de mensonges et de luxe était terminée. Le soleil atteignit son zénith, illuminant chaque recoin du château de Valois. Le moment de vérité était arrivé, ainsi que le règlement de compte attendu depuis 9 ans. Isabelle se leva du fauteuil, sa posture changeant brusquement. La peur fit place à un masque arrogant que les triplés ne connaissaient que trop bien. « Vous pensez pouvoir débarquer comme ça, ricana-t-elle, en se versant plus de vin, avec vos camions et vos accusations? J'ai construit cette vie, j'ai maintenu cet empire en marche, pendant que vous jouiez avec du café et de l'art. Tu l'as construit avec de l'argent volé, déclara froidement Élodie, sa tablette affichant des feuilles de calcul de virements bancaires. Chaque centime est documenté. Jean-Luc arpentait le bureau, ses doigts effleurant des objets familiers. Un stylo-plume préféré, un presse-papiers en cristal, une horloge de bureau anglaise. Chaque contact réveillait plus de souvenirs. « Le coffre-fort » murmura-t-il soudain, se tournant vers un tableau sur le mur. « Ce n'est pas le même tableau. » Isabelle se figea, le verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. « De quoi parles-tu » ? « Le Van Gogh. » Jean-Luc s'approcha. « Tu l'as vendu et remplacé par une réplique. Mais peu importe. L'important n'était pas dans le coffre-fort. » Un flashback frappa Jean-Luc durement, un souvenir si vif qu'il dut se stabiliser contre la table. C'était la nuit, il était dans ce même bureau, il y a 9 ans. Les documents prouvant le détournement de fonds d'Isabelle étaient éparpillés sur le bureau. Le téléphone encore chaud de l'appel qu'il avait surpris, où elle planifiait quelque chose avec quelqu'un, mentionnant que les accidents, ça arrive. Monsieur Dubois lui avait demandé son avocat de confiance. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça maintenant ?» « Absolument, » avait répondu Jean-Luc, en signant le document avec son stylo-plume préféré. « Je laisse tout à mes filles. Isabelle ne peut rien toucher. Et la copie ? Gardez-en une à votre bureau. L'original ?» Jean-Luc s'était dirigé vers la bibliothèque. Le flashback se dissipa, laissant derrière lui un détail crucial. Jean-Luc traversa le bureau d'un pas déterminé, ses filles et Isabelle le suivant. Dans la bibliothèque, il s'arrêta devant une étagère spécifique. « Camille » appela-t-il. « Tu as dessiné le plan du château, la porte secrète. Ici. » Camille s'avança, ses doigts habiles trouvant le mécanisme caché qu'Isabelle n'avait jamais connu. Avec un léger déclic, un compartiment s'ouvrit, révélant un dossier en cuir scellé à la cire. « Impossible !» murmura Isabelle, toute son arrogance envolée. Maître Dubois appela Élodie, debout près de la porte ouverte. L'avocat, qui attendait discrètement, entra dans la bibliothèque, un portefeuille noir à la main. « Monsieur Dubois, puis-je authentifier ?» Jean-Luc lui tendit le dossier scellé. L'avocat l'examina méticuleusement, le comparant à la copie qu'il avait déjà. « Le testament est valide et irrévocable, » annonça-t-il. « Signé 2 jours avant l'accident présumé. Il lègue tous les biens et actifs aux demoiselles Dubois. Madame Isabelle de Valois n'a aucune revendication légale sur quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas faire ça. » Isabelle se jeta en avant, mais Sophie lui barra la route. « C'est déjà fait, » répondit calmement Sophie. « Il y a 9 ans. » Jean-Luc se frotta les tempes alors que d'autres souvenirs affluaient. « Je me doutais. Je savais que tu ferais quelque chose. C'est pourquoi j'ai mis en place cette protection pour nos filles. »« Vos filles !» cracha Isabelle. « Toujours vos précieuses triplées. Savez-vous pourquoi je les ai chassées ? Parce qu'elles étaient un rappel constant que je ne ferais jamais vraiment partie de cette famille. »« Tu avais le choix, » dit doucement Camille, les larmes aux yeux. « Tu aurais pu être notre mère, pas notre geôlière. »« Tu as choisi la cupidité, » ajouta Élodie. « Et la cruauté, » conclut Sophie. Jean-Luc se rapprocha d'Isabelle, un mélange de pitié et de mépris dans son regard.
tu as essayé de me tuer. Quand ça a échoué, tu as ruiné la vie de 3 enfants innocentes. Et pourquoi? Pour vivre ici seul, à te noyer dans l'alcool. » Dehors, les camions projetaient des ombres de plus en plus longues sur le jardin. Isabelle les fixa, la réalisation se faisant jour sur son visage baigné de larmes. « Les camions, murmura-t-elle. Vous êtes venus pour tout reprendre. »« Légalement, confirma Élodie. »« De plein droit. Chaque meuble, dit Camille. »« Chaque tableau, ajouta Sophie. »« Chaque souvenir, termina Jean-Luc. Maître Dubois se racla la gorge. « Madame de Valois, je vous suggère de commencer à faire vos valises. La police est en route pour discuter des accusations de tentative de meurtre et de détournement de fonds. » Isabelle tituba vers la fenêtre, regardant les camions. Enfin, elle comprit. Ce n'étaient pas de simples camions de déménagement. C'étaient les symboles du retour triomphal de ceux qu'elle avait tenté de détruire. Le premier camion, expliqua Élodie d'une voix posée, contient des meubles d'époque restaurés pour remplacer tout ce que tu as vendu illégalement. Le deuxième, continua Camille, est plein d'art véritable pour remplacer tes répliques. Le troisième, sourit Sophie, transporte chaque document, chaque preuve de tes crimes. Le quatrième, ajouta Jean-Luc, contient chaque souvenir que tu as tenté d'effacer. Des photos, des jouets, des archives de la vie que nous avions autrefois ici. Et le cinquième, demanda Isabelle, presque malgré elle. Jean-Luc sourit en tenant la télécommande. Le cinquième est spécial, c'est mon cadeau à mes filles. Tu veux voir? Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, il appuya sur le bouton. Les portes du cinquième camion s'ouvrirent lentement, révélant son contenu sous le soleil de fin d'après-midi. Le testament dans ses mains n'était plus seulement un document juridique, c'était la clé pour déverrouiller l'avenir, laissant le passé trouver enfin la rédemption. Les camions n'étaient pas de simples camionnettes de déménagement. C'étaient des arches ramenant tout ce qui avait été volé, la dignité, la justice et surtout le droit de rentrer à la maison. Le contenu du cinquième camion laissa Isabelle sans voix. Là, parfaitement préservée, se trouvait l'ancienne chambre des triplés. Pas une réplique, mais les meubles originaux que Jean-Luc avait secrètement enlevés et stockés quelques jours avant son dernier voyage. « Je savais, » dit doucement Jean-Luc, ses souvenirs maintenant limpides. « Cette nuit-là, quand j'ai surpris ta conversation téléphonique, quelque chose m'a dit de protéger non seulement l'argent, mais aussi les souvenirs. » Isabelle s'effondra sur la chaise la plus proche, ses jambes ne supportant plus le poids de ses mensonges. Ses yeux, rougis par l'alcool et le regret, étaient fixés sur les 3 petits lits soigneusement déchargés du camion. « Comment » murmura-t-elle, la voix à peine audible. « Comment as-tu caché tout ça ?»« De la même manière que j'ai caché le testament, » expliqua Jean-Luc en s'asseyant en face d'elle. « J'avais des amis fidèles qui m'ont aidé à préserver ce qui comptait. » Élodie s'approcha avec sa tablette, mais au lieu de preuves plus incriminantes, elle lança une vieille vidéo. Les triplés à 6 ans dansant avec Isabelle lors d'une fête dans le jardin. « Il y a eu de bons moments, » admit Élodie. « Des moments où nous avons vraiment cru que tu pouvais être notre mère. C'est ce qui a fait le plus mal, » ajouta Camille, montrant un portrait qu'elle avait dessiné d'Isabelle souriante des années auparavant. Pas seulement la cruauté de nous chasser, mais la trahison de quelqu'un à qui nous commencions à faire confiance. Isabelle toucha l'écran de la tablette avec des doigts tremblants, regardant sa version plus jeune et plus heureuse danser avec les filles. J'avais tellement de rêves quand j'ai épousé Jean-Luc. Je voulais faire partie de cette famille, de cette joie. Qu'est-ce qui a changé ? Demanda doucement Sophie, se perchant sur l'accoudoir du fauteuil. La peur, admit Isabelle, après un long silence. La peur de ne jamais être assez, de ne jamais vraiment appartenir. J'ai commencé à détourner de l'argent comme une assurance. Si tout s'effondrait, j'aurais quelque chose à moi. Jean-Luc secoua la tête. Tu aurais pu me parler, Isabelle, de tes peurs, de tes insécurités. Et puis la peur est devenue de la cupidité, continua Isabelle, les larmes coulant maintenant librement. Et la cupidité est devenue du désespoir. Quand tu as découvert, j'ai paniqué. Alors tu as planifié l'accident, dit Élodie. Oui, concéda Isabelle, la voix brisée. Et quand j'ai cru que ça avait marché,
Quand j'ai cru que Jean-Luc était mort, quelque chose en moi est mort aussi. Vous voir, vous trois, c'était comme voir ma culpabilité multipliée par 3. C'est pour ça que tu nous as chassés, réalisa Camille. Pas par haine, mais parce que tu ne pouvais pas supporter le poids de ce que tu avais fait. Isabelle enfouit son visage dans ses mains, des sanglots secouant ses épaules. Comment ai-je pu faire ça à 3 enfants innocentes? Sophie, à la surprise de tous, posa une main sur l'épaule d'Isabelle. Tu sais ce que j'ai appris dans la rue? Parfois, les gens les plus cruels sont ceux qui souffrent le plus. Ça n'excuse pas, ajouta fermement Élodie. Mais c'est peut-être un début de compréhension. Jean-Luc se dirigea vers la fenêtre, regardant les meubles de l'ancienne chambre être déchargés du camion. Chaque pièce, un rappel tangible de ce qui avait été perdu et de ce qui pourrait être reconstruit. « Isabelle » appela-t-il, la voix lourde de tristesse et de détermination. « Regarde nos filles. Vois ce qu'elles sont devenues. Pas malgré la douleur que tu as causée, mais en transformant cette douleur en force. » Les triplés se rassemblèrent autour de leur père, formant un demi-cercle devant Isabelle. « Nous avons construit quelque chose de beau, » dit Élodie. « Nos cafés ne sont pas seulement des entreprises, ce sont des lieux de guérison. De seconde chance, ajouta Sophie. De transformation, termina Camille. Isabelle leva les yeux, ne trouvant pas la haine à laquelle elle s'attendait, mais quelque chose de plus nuancé, un mélange de douleur, d'empathie et de possibilité. « Je ne mérite pas le pardon, » murmura-t-elle. « Peut-être pas, acquiesça Jean-Luc. Mais nos filles m'ont appris quelque chose ces dernières semaines. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on gagne, c'est quelque chose que l'on donne librement pour guérir non seulement celui qui le reçoit, mais surtout celui qui le donne. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Isabelle, en jetant un coup d'œil au policier qui approchait. Élodie s'avança, toujours pragmatique. « Légalement, tu devras répondre de tes crimes. Nous ne pouvons pas changer ça. Mais en attendant, continua Camille, tu peux commencer ton chemin vers la rédemption. Nous avons un programme de réhabilitation dans nos cafés, expliqua Sophie, pour les gens qui ont besoin d'une seconde chance. Et une fois que tout cela sera résolu, conclut Jean-Luc, quand tu auras payé ta dette à la société et à toi-même, peut-être que nous pourrons réessayer. Pas comme nous étions avant, mais comme nous sommes devenus. » Isabelle regarda d'un visage à l'autre. Jean-Luc, qui avait retrouvé ses souvenirs et appris à pardonner. Élodie, avec sa force et sa vision. Camille, avec sa sensibilité et son art. Et Sophie, avec sa résilience et sa compassion. « J'accepte, » dit-elle finalement. « J'accepte de faire face aux conséquences. J'accepte le chemin de la rédemption. Et... » Sa voix faiblit. « J'accepte le pardon que je ne mérite pas en promettant de le mériter jour après jour, à partir de maintenant. » À cet instant, avec les derniers rayons de soleil illuminant le château de Valois à travers les fenêtres, l'air lui-même sembla changer. Ce n'était pas une fin heureuse, c'était trop complexe pour cela. C'était un nouveau commencement, tissé de fils de douleur et d'espoir, de regret et de pardon, du passé et de l'avenir. Dehors, les 5 camions restaient, non plus des symboles de vengeance, mais de transformation. L'ancienne chambre des triplés serait reconstruite, pas exactement comme avant, mais comme un mémorial à ce qui avait été perdu et un témoignage de ce qui avait été trouvé. La police arriva discrètement, et Isabelle les reçut avec une dignité nouvellement découverte. Avant de partir, elle jeta un dernier regard à la famille qu'elle avait tenté de détruire et qui lui offrait maintenant une chance de se reconstruire. « Merci », dit-elle simplement. Les triplés regardèrent dans la voiture de police s'éloigner, chacune traitant le tourbillon d'émotions à sa manière. « Avons-nous fait ce qu'il fallait ?» demanda Camille. « Ce qui est juste n'est pas toujours le plus facile, » répondit Élodie. « Mais c'est ce qui nous permet de grandir, » ajouta Sophie. Jean-Luc enlaça ses filles, émerveillé par la sagesse qu'elles avaient acquise à travers la douleur. Le soleil se coucha sur le château de Valois, non plus un monument à la perte et à la trahison, mais un rappel que même les histoires les plus sombres peuvent trouver la lumière quand il y a le courage de pardonner et la force de recommencer. L'aube teinta le ciel de nuances de rose alors qu'elles ouvraient le premier des camions.
Le jardin du château de Valois, encore humide de la rosée du matin, fut témoin d'un nouveau chapitre qui se déroulait. Du premier camion émergèrent des meubles d'époque soigneusement restaurés, comme des fantômes du passé revenant à la vie. Jean-Luc s'arrêta devant un vieux fauteuil en cuir. « C'était le préféré de mon père, » murmura-t-il, des souvenirs anciens et nouveaux s'entremêlant dans son esprit. Il me racontait des histoires, assis juste ici. Élodie vérifia ses notes. « Grand-père l'a acheté à Londres, n'est-ce pas ?» En 1952. « Oui, » sourit Jean-Luc, surpris de la précision avec laquelle ce souvenir lui revenait. « Comment le savais-tu » ? « J'ai trouvé le reçu original parmi les papiers que nous avons sauvés, » répondit-elle, lui montrant un dossier soigneusement organisé. Le deuxième camion révéla la collection d'art de Camille, non seulement ses propres pièces, mais des œuvres qu'elle avait acquises au fil des ans, chacune racontant une partie de son parcours. « Celle-ci, » dit-elle en désignant une peinture particulière, « a été la première œuvre que j'ai vendue. Avec cet argent, j'ai loué mon premier appartement, loin des Morneau. » Isabelle, qui observait à distance, s'approcha avec hésitation. « C'est magnifique, » dit-elle doucement. « Il y a quelque chose dans les yeux de cette peinture, l'espoir mêlé à la douleur. »« Comme nous, » répondit Camille, surprenant tout le monde en offrant un petit sourire à son ancienne belle-mère. Du troisième camion, des boîtes et des boîtes de documents furent déchargées avec un soin méticuleux sous la supervision de Sophie. « Chaque papier raconte une histoire, » expliqua-t-elle aux aides, dont beaucoup étaient des personnes qu'elle avait rencontrées dans la rue. « Manipulez tout avec soin. Ce sont plus que des documents, ce sont les pièces du puzzle qui nous ont amenés ici. » Le quatrième camion contenait les trésors les plus précieux, des albums photos de famille, de vieux jouets, des vêtements conservés dans du papier de soie. Jean-Luc prit un petit ours en peluche. « C'était le tien, Camille, » dit-il. « Le dernier cadeau que je t'ai fait avant l'accident. » Isabelle sentit ses genoux fléchir à la vue de l'ours en peluche, le même qu'elle avait arraché des mains de Camille cette terrible nuit. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. « J'ai besoin d'aide, » admit-elle, la voix tremblante. « Pensez-vous, est-il encore temps pour moi de changer ?» Élodie s'avança, tendant une carte. « Le docteur Santos, ma thérapeute. Elle est spécialisée dans les traumatismes et la reconstruction. »« Tu suis une thérapie » demanda Isabelle, surprise. « Nous toutes, » répondit Sophie. « On ne guérit pas les blessures en prétendant qu'elles n'existent pas. » Dans les semaines qui suivirent, le château se transforma progressivement. Chaque pièce fut nettoyée, réaménagée et redéfinie. Entre ces séances de thérapie, Isabelle se consacra à la restauration du jardin. « Des roses blanches » dit-elle un après-midi en plantant de nouveaux bulbes. « C'étaient les préférés de ta mère, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Jean-Luc, la rejoignant parmi les parterres de fleurs. « Comment le savais-tu » ? J'ai trouvé son journal dans le grenier il y a des années. Je n'ai jamais eu le courage de le jeter. Il est dans la bibliothèque. Ce soir-là, les triplés se réunirent avec Jean-Luc pour lire le journal de leur mère. Des mots d'amour, d'espoir et de rêve pour ses filles remplissaient les pages jaunies. Elle voulait que nous soyons heureuses, réfléchit Élodie, que nous trouvions notre propre chemin. Et nous l'avons fait, sourit Camille. Juste pas comme elle l'aurait imaginé. Peut-être exactement comme elle l'imaginait, corrigea Sophie. Forte, indépendante, ensemble. Un mois après leur retour, la famille se réunit dans la bibliothèque pour discuter de l'avenir. Isabelle, maintenant plus équilibrée après des semaines de thérapie intensive, demanda à être incluse. « J'ai une proposition, » dit-elle. « Je veux donner tout l'argent que j'ai acquis illégalement pour créer une fondation afin d'aider les enfants en situation de vulnérabilité. » Les triplés échangèrent des regards surpris, mais pas totalement sceptiques. « Nous avons déjà quelques projets en tête, » révéla Élodie en ouvrant son ordinateur portable. « Grâce à nos cafés, nous avons identifié plusieurs communautés qui ont besoin de soutien. Et mon travail avec l'art-thérapie a montré des résultats étonnants pour les enfants traumatisés, » ajouta Camille. « Sans parler de mon expérience avec les sans-abri, » intervint Sophie. « Je sais exactement où et comment nous pouvons faire une différence. »
Jean-Luc observa l'échange, les larmes aux yeux. Des flashbacks remplissaient son esprit. Élodie a 6 ans, organisant les jouets de ses sœurs. Camille, griffonnant ses premiers dessins. Sophie, protégeant ses sœurs pendant un orage. La Fondation Dubois, dit-il finalement, pour les secondes chances et les nouveaux départs. Le projet se développa rapidement. Le premier refuge ouvrit 3 mois plus tard dans un ancien café des Trois-Roses, entièrement rénové. Isabelle, à la surprise de tous, se révéla être une administratrice dévouée. « C'est différent quand on travaille pour quelque chose de plus grand que soi », expliqua-t-elle lors d'une réunion. « Chaque enfant que nous aidons est une chance de réparer ce que j'ai fait. » Un après-midi, alors qu'elles organisaient des dons au refuge, Camille trouva Isabelle pleurant en silence. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Cette petite fille, » dit Isabelle en désignant un enfant jouant dans la cour. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit « Merci, tata ». Personne ne m'avait jamais serré comme ça, avec une confiance aussi pure. Camille hésita un instant avant de faire quelque chose qui les surprit toutes les deux. Elle serra Isabelle dans ses bras. La nouvelle du travail de la Fondation Dubois se répandit. D'autres chefs d'entreprise commencèrent à contribuer, inspirés par l'histoire de rédemption de la famille. Élodie supervisait l'expansion avec son efficacité habituelle, tandis que Sophie développait des programmes de formation professionnelle. 1 an après leur retour, le château de Valois était méconnaissable. Pas physiquement, bien que cela ait changé, mais dans son esprit. Les rires remplissaient tous ses couloirs, des réunions productives se tenaient dans le bureau. Le jardin était redevenu un lieu de joie. Au coucher du soleil, dans le jardin du château, une célébration spéciale eut lieu. C'était le 10e anniversaire de la Fondation et des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour commémorer. Sur la scène improvisée, Élodie présenta les chiffres impressionnants. 50 refuges à travers le pays, des milliers de vies touchées, des dizaines de programmes de formation professionnelle. Camille, maintenant une artiste de renom, avait consacré une aile entière du château à une galerie où les œuvres des enfants des programmes de la Fondation étaient exposées aux côtés d'artistes professionnels. Sophie supervisait un réseau national de soutien aux sans-abri, son travail étant internationalement reconnu comme un modèle de réhabilitation sociale. Jean-Luc, les cheveux maintenant entièrement blancs, mais les yeux aussi brillants que jamais, regardait ses filles avec une fierté indescriptible. À côté de lui, Isabelle, sobre depuis 9 ans et entièrement dévouée au travail social, souriait tranquillement. Au cœur du jardin, un vieux chêne, replanté et maintenant majestueux, soutenait une nouvelle balançoire rouge. Ici, une nouvelle génération d'enfants jouait, leur rire résonnant comme de la musique. Sur un mur spécial à l'intérieur du château, 3 rubans roses délavés étaient exposés dans une vitrine. En dessous, une plaque dorée disait « Parfois, nous devons nous perdre pour nous retrouver. Parfois, nous devons nous briser pour nous reconstruire. Et parfois, le plus long chemin pour rentrer à la maison est précisément celui que nous devions emprunter. » La famille Dubois, dont l'histoire avait commencé dans la douleur et la trahison, devint ainsi un témoignage du pouvoir du pardon, de la force de la famille et de la possibilité de rédemption. Les 3 petites filles, autrefois jetées à la rue, n'avaient pas seulement retrouvé leur chemin. Elles avaient construit une route pour que d'autres puissent aussi trouver un foyer. Finalement, elles réalisèrent que la maison n'est pas seulement un lieu, c'est l'espace que nous créons dans le cœur des autres. Et parfois, les plus belles histoires commencent par « Il était une fois une famille brisée » et ne se terminent pas par un simple « Ils vécurent heureux pour toujours », mais plutôt par une promesse continue de transformer la douleur en but, la blessure en mission et la tragédie en triomphe. Et ces rubans roses, ils dansent encore dans leur mémoire, non pas comme des symboles de perte, mais comme des rappels que certains liens sont trop forts pour être brisés par le temps, la distance ou même le plus profond des chagrins. Car à la fin, l'amour trouve toujours le chemin du retour.